Voilà, donc bonjour à tous qui êtes là. Donc effectivement, cette petite vidéo pour vous mettre un petit peu dans ce mood meeting tour. Donc en fait, on est bien sur le webinaire d'aide IFAP, qui est donc le troisième webinaire de la journée. Peut-être que certains nous ont suivis comme ça depuis ce matin. Et puis, en ce qui concerne une capsule, on est sur un meeting tour, en fait, d'un genre nouveau, puisqu'en fait, on est forcément sur une version digitale et on a essayé lors de ce moment meeting tour d'une heure de garder un petit peu, d'essayer de vous transférer, de transmettre un petit peu l'état d'esprit de ces meeting tours. Donc, c'est un petit peu l'esprit de la vidéo qu'on a voulu vous montrer, mais aussi un peu le programme qu'on a prévu pour vous lors de ce moment. L'idée étant bien évidemment de vous immerger dans notre univers qui est un peu singulier, mais aussi de vous faire découvrir de nouvelles solutions, mais aussi, et comme on le fait à chaque fois, vous faire découvrir des marques, vous faire découvrir nos clients témoins, à qui on aime bien donner la parole pour raconter aussi quelques histoires qu'on crée avec eux. Alors, on a choisi, comme à chaque fois, on choisit toujours une thématique. Et la thématique qui s'est un peu imposée à nous notre année, parce que aussi l'actualité va dans ce sens-là, c'est le thématique de la co-création. Et cette co-création, ça fait vraiment écho à tous les projets d'innovation et de plus en plus que nous menons. Bon, la co-création, voilà, ça nécessite de mettre autour de la table des personnes, des métiers qui se complètent, qui ont parfois du mal à parler entre eux, mais c'est aussi face à un consommateur qui cherche de plus en plus de transparence et de proximité avec les marques, qui dialogue avec eux. Et donc, là aussi, c'est des sources d'informations pour nous extraordinaires qu'on va aller capter, on reviendra dessus. Voilà, donc ça, c'est le sujet de la co-création qu'on va aborder. Et puis aussi, une des raisons pour laquelle on a choisi la co-création, c'est parce qu'il y a deux mots dans co-création. Il y a le co, le collaboratif, faire avec. Ça nous ressemble bien. C'est vraiment au cœur de notre état d'esprit, de notre philosophie. Et puis le mot création, parce qu'on aime bien ce qui change, qui bouge, qui est un peu pas de côté, etc. Et donc ça, c'est l'idée d'accompagner aussi les annonceurs à créer et à inventer des choses nouvelles. Donc, en fait, pour ce webinaire, on est nombreuses, hein, vous voyez, 6 personnes, voilà, pour 6 jeunes femmes, 6 femmes, pour passer cette heure avec vous. Et pour cela, on a choisi d'animer, en fait, ce webinaire, enfin, de confier, entre guillemets, l'animation de ce webinaire à Sarah Sapsibo, qui est donc journaliste à l'ADN, ADN Magazine qu'on ne présente plus, mais malgré tout, il y a deux mots qui me plaisent bien dans ce magazine, c'est qu'il est curieux et mutant et qui révèle le meilleur de notre époque. Et en fait, on se sentait plein de similarités, nous, une capsule avec ADN. C'est pour ça que Sarah est avec nous. Et puis, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Elle a fait l'enquête, elle a identifié une marque, puisqu'on aime bien comme ça repérer aussi des acteurs nouveaux que tout le monde ne connaît pas forcément, des acteurs qui sont complètement dans le thème. Et donc, elle demandera tout à l'heure à Océane Brière de se présenter, les cofondatrices d'une marque qui s'appelle Lolo. Je ne vous en dis pas plus. Et elle, par contre, elle a mis la co-création au cœur de son positionnement, de son identité. Et puis, elle est allée aussi mener l'enquête auprès de deux de nos clientes, Christine Jusance, qui est directrice marketing diffusion de Editis Interforum. Elle se présentera plus dans le détail plus tard, ainsi que Aïcha Louli-Cordier, qui est responsable d'études veille et connaissance client de la marque Massif, du groupe Massif, et qui interviendra aussi. Et puis, bien évidemment, Isabelle Grange, avec qui a cofondé cette entité, une capsule, depuis quelques années, donc ma complice depuis toujours, et qui vous présentera nos dernières actualités sur la co-création pour que vous ne résistiez plus à ce type d'approche. Voilà, donc ça, c'était ma petite introduction. Ce qui est important que je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui savent d'ailleurs, je leur rappelle juste qu'il y a une zone de chat. Et ça, c'est l'avantage aussi de ces formats webinaires qui vous permet de poser des questions en toute liberté tout au long de la session. Donc, des questions à chacune d'entre nous, puisqu'on est là du début jusqu'à la fin et on pourra y répondre en fin de session, comme d'habitude. Et puis voilà, donc on répondra à toutes vos questions. Et puis j'espère que tout ceci va se passer très bien. Voilà, et bien bonne session. Donc je laisse la parole tout de suite. J'espère ne rien avoir oublié, Sarah. Je laisse la parole à Sarah. Je reviens.
Merci Martine. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour comprendre toute la puissance, toutes les promesses de la co-création. Je suis donc journaliste à l'ADN et au sein du studio de l'ADN, l'entité qui accompagne les entreprises par le récit, nous sommes convaincus que pour construire demain, il faudra être plus ouvert, plus collaboratif, plus participatif. Il faudra casser les silos, recréer des liens essentiels, changer nos manières de répondre aux défis qui sont les nôtres, inventer de nouvelles conversations entre les experts, les entreprises et les citoyens pour créer des liens durables. C'est aussi tout le travail des équipes d'InCapsule by IFOP qui portent depuis toujours cette expertise de l'ouverture et du dialogue constructif. Il était donc évident de travailler ensemble sur cet événement que nous avons imaginé le plus immersif possible malgré les contraintes que nous connaissons tous et toutes. Et pour s'immerger dans la co-création, moi virtuellement, j'ai le plaisir de vous présenter Océane Brière, la cofondatrice de Lolo, qui va revenir pour nous sur la jeunesse de cette marque qui a poussé la co-création au cœur de son modèle. Bonjour Océane, merci d'être là avec nous pour rendre compte de toute la force de la co-création appliquée à une jeune marque comme la vôtre. Chez Lolo, la co-création s'est imposée tout de suite. Océane? Oui, bonjour. Alors oui, donc pour revenir un peu sur Lolo, donc Lolo c'est une marque de lingerie que j'ai co-créée avec mon associée Mélissa Zitouni. Donc la marque a été créée en mars 2019, on a démarré la commercialisation en novembre 2019, donc une marque toute récente. Et c'est vrai que nous on a intégré la co-création dès le démarrage en fait de la marque. Donc l'idée de Lolo en fait c'est de proposer de la lingerie vraiment adaptée à toutes les morphologies grâce à un système de 6 mesures prises sur la poitrine et un algorithme de sélection de taille avec plus de 57 tailles. Donc, il se trouve, en fait, quand on a eu l'idée de Lolo avec Mélissa, toutes les deux, on avait des problèmes d'inconfort dans notre lingerie. Mais à la base, on ne vient pas du tout de ce milieu-là. Nous, on est ingénieurs. Et en fait, la co-création, on va dire que ça a démarré en fait avec un questionnaire en fait pour valider le marché. Donc, c'est un premier questionnaire qu'on a diffusé au tout début où on a eu l'idée et auquel en fait plus de 500 femmes ont répondu. Donc ça nous a vraiment permis de valider l'idée du business. On a également pu récolter beaucoup d'informations sur ces femmes qui avaient du coup de l'engouement pour ce projet. Donc ça a validé l'idée. Et ensuite, quand on a commencé vraiment à travailler sur le produit, donc ce soutien-gorge sur mesure, idem, comme on n'avait pas de connaissances en lingerie, on avait du coup forcément des goûts en lingerie, mais on voulait vraiment proposer un produit qui réponde à un problème. On s'est dit qu'on allait continuer à interroger ce panel de femmes pour savoir quel modèle elles aimaient. Donc après, dans la construction, le design du modèle, on a intégré du coup la co-création. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure où on intégrait cette co-création, pour leur faire valider, par exemple, le design, donc le choix de la dentelle, des couleurs, des formes, petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que la co-création, c'est un outil qui était extrêmement puissant pour nous permettre, en fait, d'avoir énormément d'informations sur nos clientes. Donc nous, on le voit vraiment comme un peu un pilier, enfin plusieurs piliers en fait autour de la co-création, parce que déjà ça nous permet de créer du lien avec la communauté. Ça nous permet aussi de mieux connaître notre cible. On est une marque 100% digitale, donc en fait c'est vraiment cette co-création qui nous permet d'avoir un vrai lien avec nos clientes. Et ça nous permet aussi de minimiser le risque sur les produits en développement. On développe peu de produits et du coup on essaie vraiment de développer les bons produits pour nos clientes. Donc, Océane, la co-création vous a permis d'avancer finalement assez sereinement dans la création de Lolo, mais la co-création chez Lolo, ça permet de faire beaucoup d'autres choses aussi. Est-ce que vous pouvez revenir sur toutes les fois où vous faites appel à vos parties prenantes chez Lolo? Ouais, exactement. En fait, ça a vraiment validé le début du projet. Et en fait, après, on a continué. Enfin, vu que ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on s'est senti que c'était vraiment quelque chose de très puissant. En fait, on a continué à l'intégrer et demander l'avis de notre communauté au fur et à mesure du développement. Donc, les choses les plus classiques, ça va être sur le développement de produits. Donc, on va laisser par exemple là sur la slide, c'est le choix pour une prochaine couleur ou sur un choix de motif de dentelle. Mais on va également poser des questions, par exemple, sur l'univers de la marque, sur nos mannequins, quel type de femmes notre communauté a envie de voir, sur le contenu qu'on leur propose sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être sur l'expérience sur le site, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'elles aimeraient en plus. Donc en fait, ça va vraiment toucher à tous les aspects en fait de la société et de développement, enfin tous les aspects de la marque. On va pouvoir intégrer, on ne donne pas forcément de limite sur ce qu'on peut demander ou pas. Et donc dès qu'on a un peu un doute ou un questionnement et qu'on se dit
bah tiens, qu'est-ce qui serait le mieux? En fait, assez naturellement, on va se dire, bah, on a l'opportunité de pouvoir poser la question à toutes ces femmes qui nous suivent. Du coup, bah, allons leur poser la question parce que elles aiment nous répondre, elles aiment donner leur avis, elles se sentent écoutées. Et nous, ça nous permet justement bah, de prendre moins de risques et vraiment être sûr de répondre parfaitement à leurs besoins. On retient que la co-création, ça peut être sans limite. Océane, aujourd'hui, Lolo peut compter sur une communauté de femmes très engagées. La co-création a beaucoup aidé à créer cette confiance, parce que co-créer, c'est impliquer ses parties prenantes, c'est aussi bâtir une relation forte. Et en matière d'expérience client, ça peut tout changer. Océane? Ouais, exactement. Enfin, nous, on s'est vraiment rendu compte en fait que justement, donc, nous, on passe beaucoup par les questionnaires pour cette co-création. Donc, c'est des questionnaires qu'on va diffuser en newsletter, qu'on peut également diffuser sur nos réseaux sociaux. Et on se rend compte en fait que bah, y a énormément de femmes qui répondent à ces questionnaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'elles apprécient. Les questionnaires, enfin, je compte même plus le nombre de questionnaires qu'on a pu envoyer, mais elles continuent toujours à y répondre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai attrait. Enfin, dans un de nos questionnaires, on a même posé la question: est-ce que vous trouvez qu'on envoie trop de questionnaires? Et en grande majorité, c'était non. Donc, on continue sur cette communication. En fait, pour nous, c'est un vrai échange. En fait, on est une marque 100% digitale. Donc, en fait, cette co-création, ces réponses, c'est vraiment le lien qui nous lie, en fait, notre communauté et nous, la marque. Et l'idée, en fait, de la marque, c'est aussi vraiment de répondre à un problème. Donc, ça nous permet de vraiment le faire de la bonne façon. Merci beaucoup, Océane. Pour aller plus loin et comprendre ensemble pourquoi la co-création semble aujourd'hui si incontournable, je vais redonner la parole à Martine qui va nous éclairer sur son évolution, mais aussi sur la philosophie et les méthodes de InCapsule by IFOP et en quoi ce positionnement apporte une singularité à IFOP. Alors, effectivement, ce positionnement autour de la co-création qui est en fait au cœur de l'innovation, ça apporte cette singularité qu'on a recherchée aussi pour l'entreprise IFOP, parce que quelque part, les méthodologies qu'on cherche à mettre en place, hein, déjà depuis l'origine d'InCapsule, sont des méthodologies, je dirais, singulières, des méthodologies qui font appel à des démarches un peu plus hybrides. Et c'est en ce sens que ça apporte aussi cette singularité à l'IFOP. Donc, en fait, pourquoi la co-création est-elle au cœur de notre ADN? Tout à l'heure, je parlais effectivement beaucoup de raisons émotionnelles qui étaient liées à notre état d'esprit, hein, Isabelle, moi et Katerina, qui sommes un peu les trois personnes piliers de cette entité. Et d'ailleurs, on se retrouve à chaque fois tous les ans pour ces fameux meeting tours que nous adorons en présentiel, notamment. Notre état d'esprit, on est vraiment dans l'idée du partage. On aime partager ce qu'on découvre, on est curieuse. On aime les marques aussi, on aime les benchmarker les marques, se comparer, apprendre des marques. Et on aime aussi se permettre ce petit pas de côté pour justement apporter cet esprit de fraîcheur à nos clients et dans nos réflexions et dans nos travaux. Mais il y a aussi des raisons complètement objectives et rationnelles, on va dire, qui est un peu l'histoire des organisations dans les entreprises, qui ont besoin aussi de se désiloter. Tout à l'heure, Sarah l'évoquait, de se désiloter pour innover, parce qu'innover, ça peut pas être le fait de quelques-uns, mais c'est le fait de beaucoup de personnes dans une société, puisqu'une innovation, et tout à l'heure, Océane a bien montré à quel point on a besoin d'être ingénieur, on a besoin d'être marketeur, on a besoin d'être community manager, on a besoin de plein de jobs et j'en oublie plein, pour innover. Donc, il faut savoir mettre tous ces gens autour de la table. Il y a aussi le conso qui est devenu plus expert, on va y revenir, et on a des méthodologies aujourd'hui qui vont chercher à le capter. C'est vrai qu'il y a quelques années, le conso, pour innover, on se disait, oh là là, il n'a pas beaucoup d'idées. Mais aujourd'hui, il a plein d'idées, le consommateur, il expérimente plein de choses, et c'est ça qui nous intéresse. Et puis, il y a le Web 3.0 qui aide aussi à ce qu'il puisse s'exprimer de façon peut-être beaucoup plus transparente, comme on le disait tout à l'heure. Alors, on vous a fait juste un petit PowerPoint avec cette histoire de la co-création, en toute humilité, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours pas évident comme exercice de raconter l'histoire. Et c'était aussi pour nous une façon de raconter notre histoire aussi à nous, InCapsule. C'est vrai on se rappelle que d'abord, moi je suis allée rechercher quand même la définition d'abord du mot co-création. Hein, c'est un concept en fait qui est né il y a une quinzaine d'années. Aux États-Unis, c'est souvent aux États-Unis d'ailleurs que les concepts arrivent. Bon, bref. Donc un concept qui est né aux États-Unis il y a une quinzaine d'années qui indique que la valeur dans les entreprises n'est plus créée par le surplus de biens,
mais par l'agrégation de l'échange de savoir et de connaissances. Et ça, c'est un peu un élément hyper fondateur de la co-création. Et donc, un des premières pierres, je dirais, de l'édifice de la co-création, ça a été ce qui s'appelle la curation, qui est un terme issu du monde des musées, du monde des conservateurs, et qui part du principe, d'une certaine façon, que la curation, et bien finalement, à qui ça donne le pouvoir? Eh bien, ça va donner plus le pouvoir à ceux qui savent organiser cette information, sélectionner cette information, comme justement les fameux conservateurs des musées. Et pourquoi on avait besoin de ces gens qui savent sélectionner cette information? C'est parce que le monde de l'information, à cause du web, finalement, à cause, pourquoi ou grâce au web, eh bien, a créé un monde d'excès d'informations et qu'il fallait effectivement pouvoir structurer, organiser, raconter cette information. Et d'ailleurs, j'ai repris le livre d'un éminent auteur qui s'appelle Michael Bashka, qui en avait fait un ouvrage à l'époque, avec le titre The Power of Selection in a World of Excess. Donc voilà. Et puis on s'est rappelé aussi Scoopit. Hein, on a tous été sur Scoopit au début. On s'est tous précipités sur cet outil-là, tout comme on s'est tous précipités sur les lettres de veille qui ont fleuri comme ça sur le net, visant finalement à inspirer les entreprises à partir d'un tri d'informations disponibles sur le web et aussi dans le monde réel. Et puis nous, on s'est dit, une capsule, il y a énormément d'informations. Donc à un moment, même, on a besoin de trier encore plus cette information déjà triée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé les cahiers IFOP Trend in Capsule. Je ne vais pas revenir dans le détail. Il continue d'exister, c'est un outil fondamental, mais c'est vrai qu'on a démarré par ça dans notre histoire, où on a comme ça un réseau de chasseurs de tendances dans le monde qui va capter de l'information qu'on a cherché un peu inédite aussi à l'époque, et qu'on continue d'ailleurs à chercher de façon inédite pour avoir quelque chose aussi qui s'appuie sur des observations très concrètes d'individus, et que ça soit pas uniquement de la pige vue sur le web. Donc ça a été la première phase, la curation, donc ça a amené à cette identité, cette offre que l'on avait développée. La deuxième phase qui nous a amené aussi, nous, à bouger, ça a été finalement cette notion d'appropriation. Effectivement, la veille, puisqu'elle était disponible d'un clic, on s'abonnait à une lettre de veille, donc elle devenait accessible à tous. Donc, en entreprise, eh bien, il y a eu énormément d'outils de veille qui se sont développés, mais encore, et ça on l'entendait beaucoup de la part de nos clients, ils se disaient, OK, c'est formidable, il y a plein d'outils, mais par contre, on a un peu du mal à les exploiter. On ne sait pas forcément tirer les fils, on ne sait pas forcément les bons réflexes d'usage, on ne sait pas forcément exploiter cette information. Alors, il y a eu certaines entreprises, des grosses entreprises, qui ont créé des départements experts, des labs, des trend factories. Nous-mêmes, on en rencontrait plein lors de nos meeting tours qui facilitaient l'appropriation, mais toutes les entreprises n'avaient pas forcément ces structures-là pour s'équiper. Et donc, nous, à l'époque, en 2013, on a créé ce qui s'appelait la box IFOP Trends Création. Donc, le mot box dit en soi qu'on était dans l'univers du kit, donc une sorte de kit pédagogique. En fait, quand je dis un kit, c'est un kit au sens où on pouvait organiser des sessions autour de avec cette box IFOP Trends Création, qui étaient des sessions organisées en 3 temps, en temps de inspiration, immersion dans les tendances, un temps d'incubation, genre qu'est-ce que je fais de toutes ces innovations que je perçois, et tout à l'heure Christine reviendra un tout petit peu là-dessus, et puis après comment on intègre ça dans la réalité de l'entreprise, comment on en fait finalement des idées qui sont un peu plus propriétaires. Et donc cette box IFOP Trends Création, ça a été la deuxième étape qui nous a permis d'aller vers quelque chose qui était déjà de l'organisation et même de la transformation, première étape de la transformation de ces idées. Et puis, troisième étape, ça a été donc la fameuse démocratisation. La démocratisation, pourquoi? C'est parce que les entreprises, et on le voyait bien dans les discussions qu'on avait avec nos clients, ils se rendaient bien compte que finalement, ces moments de co-création qu'on pouvait mener en interne avec nos clients, finalement, tout le monde n'y participait pas dans l'entreprise, alors que insuffler l'état d'esprit d'innovation dans l'entreprise, c'est fondamental pour porter finalement les projets, les futurs projets. Donc, ça a été pas mal de démarches qui ont été développées par des entreprises d'open innovation. Donc, on s'est inscrit dans ces démarches d'open innovation qui permettaient finalement de libérer cette énergie créative des équipes. Et nous, en fait, on a choisi de les accompagner, ces équipes créatives, ces équipes pour leur insuffler finalement cette énergie créative. On les a accompagnés avec des outils immersifs et très user-friendly. Et c'est là où sont nés
des plateformes, une plateforme qu'on a créée, qui continue toujours d'exister, qui est on demand, hein, bien sûr, parce que c'est pas quelque chose qui existe, enfin, qui existe que si vous en avez besoin, je dirais. C'est tous chasseurs de tendances, où l'idée c'était d'insuffler l'esprit d'innovation, l'émulation interne, via une plateforme mobile qu'on crée sur mesure, pour que les équipes internes puissent devenir eux-mêmes des chasseurs de tendances, et chasse de tendance qu'ils pouvaient partager avec tous les autres membres de l'entreprise, de l'équipe, en tout cas tous ceux qui se connectaient ou en tout cas qui étaient incités à se connecter à ce type de plateforme. Donc, on avait créé cet outil qui est un outil digital et qui permettait le partage. Et puis, on s'est inscrit aussi dans cette idée de learning expédition, qui est un moment qu'on adore. Pourquoi? Parce que c'est un moment d'immersion physique, réelle, qui permet à ce qu'on aille à la rencontre autour d'une thématique, hein, bien sûr, toujours bien précis, autour d'une thématique, rencontrer des startups, et puis aussi amener nos clients à vivre la tendance. Quand on est, par exemple, sur des tendances, un peu, par exemple, sur la tendance de la montée du végétarisme, on l'a fait il n'y a pas très longtemps, c'est important d'accompagner, de faire comprendre, de faire ressentir, de faire toucher du doigt, c'est quoi le distributeur, ceux qui distribuent du produit végétarien, c'est quoi ces codes, manger végétarien, c'est quoi? Donc, on est allé emmener nos clients dans des restaurants, voire dans des hôtels qui étaient beaucoup plus dans cet univers-là, pour leur faire sentir, toucher du doigt, parce que c'est comme ça que l'innovation peut naître aussi, parce qu'on ressent par nous-mêmes les codes et qu'on les comprend de l'innovation. Donc ça a été notre troisième période, mais tout ceci continue bien évidemment, hein. Là, aucune période n'efface l'autre. Et puis la dernière période sur laquelle Isabelle va revenir beaucoup plus dans le détail avec nos offres, ça, c'est un peu ce qu'on a mis plus en place depuis, je dirais, 2019. C'est l'idée de toutes ces offres, de cette démarche de co-création avec le consommateur. Le consommateur, lui, de plus en plus, il vit des expériences de consommation. Il a un rôle actif dans ses expériences, au cours duquel il a envie de construire, de se forger son histoire personnelle, un peu son histoire singulière. Et cette notion de singularité, son histoire, cette relation singulière qu'il a avec la marque et les produits, ce sont pour nous des formidables pépites pour aller tirer des insights nouveaux. Il va lui-même converser avec ses pairs, partager ses histoires, jusqu'à devenir lui-même média. Il devient pratiquement un professionnel de la consommation et par conséquent, il a beaucoup à nous apprendre de ses façons de consommer, de ses façons d'influencer, des codes qu'ils vont utiliser. Il devient une réelle ressource créative pour l'entreprise. Et c'est là où nous, Incapsule, on a mis en place ces outils de co-création avec le consommateur. Et tout à l'heure, Isabelle va revenir sur ces démarches. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous donner une espèce d'overview de cette histoire de la co-création et un peu pour vous parler de ce qu'on fait, de ce qu'on aime bien faire. Voilà. Donc, je vais redonner tout de suite la parole à Sarah. Merci Martine. On vous a promis de l'immersion et on va continuer dans cet esprit avec deux entreprises qui ont bénéficié de toute l'expertise d'Incapsule by IFOP. Elles ont su miser intelligemment sur cette méthode pour répondre à des problématiques bien précises que l'on va découvrir avec Aïcha Loulicordier, responsable études veille et connaissances clients chez la marque Massif, la célèbre mutuelle aux plus de 5 millions de sociétaires, et Christine Duzan, directrice marketing diffusion d'Editis Interforum, acteur numéro 2 de l'édition et de la diffusion du livre en France. Bonjour Aïcha et Christine, merci d'être présentes avec nous aujourd'hui pour témoigner de vos expériences de co-création avec Incapsule by IFOP. Moi, ce que j'ai retenu de nos entretiens préparatifs, c'est que les équipes d'Incapsule by IFOP ont finalement assez peu de mal à vous convaincre des bénéfices de la co-création, parce que l'innovation, l'écoute et le dialogue font partie aussi de votre identité. N'est-ce pas, Aïcha? Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, la co-création, c'est un mode qui nous ressemble un petit peu, puisque la Massif, comme vous le savez, pour la plupart, est une mutuelle d'assurance. Et notre mode de gouvernance est un mode de gouvernance qui implique toutes les parties prenantes, y compris ces sociétaires. Et quand je parle d'impliquer, c'est dans toute la chaîne de création. Donc on était vraiment en phase avec ces méthodes.
Vous aussi, Christine, vous étiez en phase avec ces méthodes, vous le confirmez également? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, en tant que diffusion, on est le trait d'union entre les éditeurs et puis les revendeurs libraires. C'est d'ailleurs, on est reconnu d'ailleurs comme un acteur qui est plutôt à l'écoute de ses clients, qui les implique dans la réflexion. Et donc là, c'est tout naturellement en fait qu'on a développé de la co-création, cette fois-ci en interne, nous, avec nos collaborateurs. Et c'est d'ailleurs un mode de fonctionnement qui se développe de plus en plus et qu'on a initié avec une capsule by IFOP. Merci Christine. On va continuer tout de suite avec la co-création. Donc la co-création pour trouver de nouvelles pistes stratégiques. Et Christine, je sais que chez Interforum Editis, on a co-créé des concepts prêts à être mis en œuvre pour animer vos points de vente, pour dégager des idées promotionnelles différenciantes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet atelier, son processus et son objectif, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc on a travaillé, enfin ça fait un moment qu'on travaillait avec Martine et Isabelle, puisque Martine rappelait ses cahiers de tendance, ça a été un tout premier travail que l'on avait fait. D'ailleurs, je fais un petit rappel sur au départ des cahiers de tendance pour capter les jeunes générations, et c'était important dans notre métier pour attirer les jeunes lecteurs. C'est vrai qu'on vend des livres, mais notre objectif c'est aussi de mieux organiser le rayon, de mieux l'animer, pour développer l'attractivité du rayon et que finalement le client aussi libraire puisse attirer plus de clients, fidéliser sa clientèle. Donc on est véritablement en B2B2C pour développer de la valeur à chaque niveau, à chaque lien. Alors un aspect organisation de rayon pour développer des démarches innovantes et je vous en reparlerai. Donc on a toujours eu à cœur d'avoir une longueur d'avance pour développer des nouveaux rayons et l'attractivité des magasins. Et un des leviers aussi importants pour nos clients, donc pour nous forcément, c'est de développer, c'est l'animation promotionnelle. Voilà. Donc dans ce cadre-là, donc on a des opérations qui sont menées avec des éditeurs, mais on voulait aller un peu plus loin. Et donc on avait initié deux jeux en deux temps, des journées de co-création avec Martine Isabelle. En fait, on avait travaillé en amont sur un cahier de tendance d'inspiration où en fait elle nous avait amené des idées très globales sur, enfin très globales non, sur des domaines, qui n'étaient pas les nôtres forcément, sur des idées d'animation promotionnelle, tout en à chaque fois, et c'est vrai que c'est important, en l'adaptant, enfin en étant à l'écoute là encore aussi de nos besoins à nous. Fort de ce cahier de tendance, il a été présenté à donc toute une assemblée où on avait réuni à la fois des directeurs commerciaux, des directeurs d'équipe, des directeurs de services support comme le marketing, le développement des ventes, qui avaient aussi pas mal de leur équipe qui était autour de la table. Et donc il y a eu une première donc retranscription sur ces idées d'inspiration. Puis ensuite, on a fait travailler les gens, un atelier de co-création par petits groupes pour finalement de tout ça, comment eux ils l'adaptaient, comment ils en voyaient finalement l'aboutissement dans notre domaine à nous. Et c'était vraiment très productif. Ça a eu lieu ensuite à des restitutions où chacun pouvait effectivement s'exprimer, où il y a eu également des votes, mais dans le bon sens, enfin très collaboratif, très collégial, pour dire oui, je pense que c'est plutôt tel aspect qui devrait être prioritairement mis en œuvre. Et ça a été un des premiers échanges que l'on a fait sur la promotion en général. Et pour vous dire, il y a encore des choses qui sont toujours pérennes, quoi. Et j'y reviendrai parce que je crois que c'est important quand on travaille comme ça en amont sur des tendances, et que c'est aussi un processus qui est pérenne. Et il y a toujours des choses qui sont encore à faire et à mettre en œuvre. Voilà. Merci beaucoup Christine pour ce premier témoignage. Trouver des nouvelles pistes stratégiques, ça a été le cas aussi pour vous Aïcha, mais une petite aparté juste avant quand même, nous avons Bernadette qui garde une expérience mémorable en tout cas de son expérience en ligne avec la Massif. Alors je tenais en tout cas vous faire part de ses propos. Aïcha, c'est à vous, la co-création vous a permis de votre côté de clarifier vos missions et bientôt le positionnement de votre entité au sein du groupe. Comment avez-vous procédé au juste et surtout dans quel contexte, qu'on comprenne bien, Aïcha? Alors, vous avez raison de parler de contexte. Nous étions à la croisée des chemins au moment où nous avons commencé à réfléchir à
à retravailler sur le positionnement de l'entité, un croisement de chemin puisqu'on était dans une période de réorganisation au sein de notre direction et également à l'intérieur du service puisque nous allions intégrer des collaborateurs, de nouveaux collaborateurs et tout ça faisait que il fallait qu'on puisse avoir une réflexion partagée par l'ensemble de l'équipe qui à la fois s'inscrivent dans la stratégie de la nouvelle direction et qui adhèrent à ces axes, mais également qui soit quelque chose qui soit construit par l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient nouveaux ou anciens et qui maîtrisaient déjà un certain nombre une grande partie de l'activité. Donc pour nous, c'était une période un petit peu particulière et comment on a procédé là-dessus, c'est que assez naturellement, comme je vous le disais tout à l'heure, ce mode de travail qu'on appelle co-création, collaboratif, ce sont des choses qu'on applique en fait un petit peu comme Monsieur Jourdain, mais on travaille comme ça déjà dans l'équipe, mais de façon un peu plus globale à la Massif. Donc, il était tout à fait évident pour nous que le travail se ferait au sein de l'ensemble de l'équipe. Ensuite, ce qu'il nous fallait, c'était trouver une réponse à nos besoins, à nos attentes, à nos objectifs, qui soit une réponse adaptée à nous, à ce que nous étions, et qui soit une réponse personnalisée, comment dire, ciselée en tout cas pour nous. Donc voilà. Sinon sur le process que nous avons adopté pour rencontrer Martine et Isabelle, c'est un process assez normal que toutes les entreprises connaissent. C'est un appel d'offres, des échanges, des dossiers. Mais tout ça, je l'ai dit tout à l'heure en parlant de process, ça reste un process. Ensuite, il y a toute la partie qui est beaucoup plus importante, qui est la partie relationnelle et humaine. Voilà, nous y reviendrons tout à l'heure, je pense. Merci beaucoup, Aïcha. La co-création, donc, pour trouver de nouvelles pistes stratégiques, mais aussi pour booster la créativité. Christine, vous m'avez parlé, vous, de votre côté, de deux autres projets. La redéfinition du rayon pratique qui s'appelle désormais vers le vivre autrement. Quels étaient les enjeux pour vous et en quoi la co-création s'est avérée pertinente ? Alors effectivement, on avait décidé de travailler depuis un moment sur un rayon qui s'appelle le pratique, et en librairie, c'est quoi? C'est la cuisine, la santé, le sport, etc. Et on avait bien évidemment vu qu'il y avait des évolutions de mode de consommation, des attentes, donc on avait commencé à créer une démarche que l'on a baptisée Vivre autrement, qui prend encore plus de sens aujourd'hui, où on cassait les codes de l'organisation du rayon pour finalement mettre en avant des tendances bien dans son assiette, dans sa tête, avec tout ce qui est effectivement méditation, bien-être, bien dans son corps, avec la gym douce, bien dans son environnement, avec la permaculture, le jardinage, et bien dans sa famille aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'était important d'accompagner les libraires pour revisiter ça dans son ensemble, amener vraiment des points de différenciation par rapport à la concurrence et pouvoir eux-mêmes se différencier et adapter, parce que chaque fois que l'on fait quelque chose, il faut qu'il y ait de la souplesse, et ça aussi, c'est dans la relation que l'on a avec une capsule. Il y a toujours une souplesse, en fait, on n'est pas là en train de plaquer des méthodes et des process, on l'adapte aussi à nos entreprises et à nos interlocuteurs. Et donc, ce rayon-là, on avait déjà travaillé sur la segmentation pour animer le fond, finalement, mais aussi on voulait dynamiser et apporter encore plus en termes d'idées d'animation. Donc, je dirais que là, on a aussi mis en place des journées de co-création où on a associé, de la même façon que je le disais tout à l'heure, en fait, différents types d'interlocuteurs dans l'entreprise qui ont mis en place, qui ont travaillé à partir de différentes idées qui avaient été instillées auparavant, qui ont retenu quelques projets. Donc, et ensuite, là, on a fait travailler en petits groupes sur 4 idées phares, mais faire en sorte que les gens aient le plus près, c'est-à-dire détaillent un peu plus les choses, rentrent dans les mécaniques, dans les bénéfices que ça pourrait donner. Donc voilà, donc là, ça a été un travail complémentaire à ce que l'on avait
déjà initiés sur le rayon pour vraiment compléter le dispositif, hein, et arriver à des choses qui boostent vraiment, oui, la créativité, je peux le dire. Oui. Et ce n'est pas tout, Christine. Il y avait aussi cet enjeu de comprendre davantage, de mieux appréhender la segmentation de la pop culture dans les librairies. Vous avez pu pour cela bénéficier de la veille redoutable en librairie en Europe et même au Japon et du réseau international d'Incapsule by IFOP avec leurs petites antennes qu'ils ont un peu partout. Comment ça a fonctionné pour cela? Oui, les petites antennes qu'ils ont un peu partout, elles sont précieuses parce qu'en fait, sous ce terme-là de pop culture, on y met un peu tout et n'importe quoi. On voulait là aussi essayer de clarifier l'offre. Alors, dans le livre, hein, ce que ça voulait dire, ces interactions avec les autres médias. Donc, on s'est dit comment on va prendre le problème parce que c'était très vaste en fait. Et donc là, véritablement en amont. Là, pour le coup, en amont de notre démarche, à l'inverse du Vivre autrement où c'était un peu plus en aval, on leur a demandé de faire effectivement une veille à l'international, notamment aux USA aussi et au Japon, avec le développement de tout ce qui est comics d'un côté, manga de l'autre, qui sont un peu des repères qu'il peut y avoir sur ces phénomènes de pop culture et de figures iconiques. Et pour pouvoir déjà autour d'une, donc après il y a eu une grosse réunion d'échange avec cette restitution-là qui était très très riche parce que c'était à la fois source d'inspiration sur des exemples de magasins dans différents pays, comment ils s'étaient appropriés cette notion de pop culture, comment ils l'avaient mise en avant, mais également des lieux de culture qui n'étaient pas forcément les librairies, hein, qui étaient autre chose, de la signalétique, des couleurs, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient très inspirantes et donc ça nous a permis après de passer à une autre phase, hein, où là on a été un petit peu plus dans des tables rondes avec des consommateurs. Mais sauf que là tout le public qu'il y avait autour, ça nous a permis vraiment d'enrichir, d'avoir de la matière, de se l'approprier. De chacun pouvoir effectivement y mettre des mots, retenir qu'un petit bout de l'histoire, on s'en fiche à la limite. C'est chacun qui doit en prendre, voilà, et s'approprier les choses. Et ces mêmes personnes ont continué ensuite à travailler sur l'autre démarche pour aller plus loin et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans notre métier, quoi. Mais véritablement, ces veilles sont très importantes et d'ailleurs, on fait et on continue également des veilles d'innovation sur des idées promotionnelles qui viennent de l'étranger, dont sont friands en fait nos acteurs aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Aïcha, de votre côté, vous nous avez parlé de la nécessité de créer de l'adhésion entre vos équipes et celle d'Incapsule by IFOP. C'est ce qui fait, selon vous, tout le succès d'une séquence de co-création, d'une co-création? Oui, tout à fait. Pour moi, c'était un élément fondamental dans un processus comme celui que nous engagions. Pour qu'il y ait succès, il faut une adhésion totale. Il faut que chacune des personnes présentes se sente suffisamment à l'aise, suffisamment écoutée, accompagnée par finalement on avait Martine et Isabelle qui nous accompagnaient sur ce projet-là, donc 2 personnes étrangères au service, plus les nouveaux arrivés. Ça faisait beaucoup de changements et il fallait vraiment, pour moi, c'était important qu'il y ait une entente et cette entente, elle devait être parfaite et ça a été le cas avec Isabelle et Martine. Elles ont vraiment su s'adapter à cette situation et à cette équipe puisqu'elles ont en termes de co-création, elles ont suivi un processus d'abord d'interview de nos dirigeants, ensuite elles nous ont fait un panorama des structures de veille stratégique qui existent aujourd'hui sur le marché pour donner un peu de vision de ce qui se fait aujourd'hui. Elles ont benchmarké un certain nombre de choses qu'elles nous ont rendues, mais ensuite la partie la plus fondamentale, la plus importante, c'est la journée, enfin l'après-midi de coworking qu'il y a eu avec l'équipe. Et là, vraiment, s'il n'y avait pas eu d'entente entre ce groupe et ces 2 animatrices, je pense que là, en termes de créativité, on n'aurait pas été au rendez-vous. Voilà.
Merci beaucoup, Aïcha. On a parlé de la co-création donc pour trouver de nouvelles pistes stratégiques pour booster la créativité, mais la co-création, c'est beaucoup d'autres bénéfices. On va en parler tout de suite avec Aïcha et Christine. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces expériences de co-création qui vous ont été proposées par une capsule by IFOP, Christine? Alors, ça a été vraiment très stimulant parce que d'abord, je pense que au niveau des gens qui participent à ces ateliers de co-création, ça les valorise. Ça révèle aussi des qualités ou des comportements qu'ils n'ont pas forcément dans leur autre activité. Le plaisir de travailler ensemble, hein, parce que c'est important. Et je pense que là, en plus, avec les temps les temps qui se passent et le télétravail qui se développe, c'est important d'avoir des moments aussi où on peut partager et se projeter sur autre chose. Donc oui, d'enthousiasme. Il y a eu beaucoup de liens et je pense que c'est voilà, je mettrai surtout en avant la valorisation et la créativité, l'enthousiasme et ce plaisir de travailler ensemble. Aïcha, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez de ces ateliers, de ces séquences de co-création? Globalement, je partage ce que vient de dire Christine. J'ajouterai la richesse de cette méthode qui fait adhérer à ce type de projet des personnalités extrêmement différentes. Pour nous, ça a été un facteur d'intégration, un accélérateur d'intégration pour les nouveaux arrivants. Voilà, c'est vraiment une méthode riche et une méthode à la fois qui vous fait comment dire être créateur de la valeur, enfin du résultat final, mais en même temps vous êtes en apprentissage et ça c'est extrêmement riche enfin voilà, moi je dirais la richesse de cette méthode et quand on est dans une situation un petit peu comme ça de changement, c'est vraiment un accélérateur, d'intégration pour les nouveaux, d'adoption des nouvelles, soit des nouvelles organisations, de la nouvelle stratégie. Enfin, nous, on était un petit peu, comme je vous le disais, sur plusieurs plans et c'était vraiment, voilà, pour moi, c'est une méthode qui était la bonne méthode pour ce projet-là. De quoi recommencer peut-être. En attendant, nous avons Océane qui, elle, est convaincue. En tout cas, moi, elle m'a confié que la co-création allait s'imposer à l'avenir, en tout cas davantage, de plus en plus, un peu plus de co-création dans les organisations. Est-ce que vous pouvez revenir, Océane, sur cette conviction? Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Oui, exactement. Bah déjà, je pense qu'on a bien mis en avant avec Christine et Aïcha tous les bénéfices de la co-création, tout ce que ça a apporté. Enfin, il y a assez peu de négatifs en fait dans cette expérience, donc c'est vraiment quelque chose de très très positif et de très enrichissant à tout point de vue. Et ensuite, moi, effectivement, je suis convaincue que c'est quelque chose qui va beaucoup se développer dans le futur, que ce soit pour des marques ou pour des organisations, n'importe quel acteur. Parce qu'en fait, les outils deviennent de plus en plus faciles pour recueillir ces avis des utilisateurs, des consommateurs. Nous, typiquement, on utilise beaucoup, je le disais tout à l'heure, les questionnaires qu'on peut envoyer en newsletter, qu'on peut envoyer sur les réseaux sociaux. Mais on le voit bien qu'au niveau des interactions, en fait, le lien qui se crée, les interactions sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Et notamment, alors moi, j'ai le point de vue d'une marque, donc c'est vrai que nous, on communique beaucoup via Instagram, par exemple. Et on le voit du coup avec le développement de plus en plus dans les stories. Il y a les box de vote où c'est en mode, vous préférez plutôt telle option ou telle option. Et c'est vrai que du coup, ça vraiment encourage à recueillir en fait ces avis clients et du coup, d'avoir cette co-création vraiment au cœur du développement, parce que dès qu'on a le moindre doute, en fait, c'est tellement facile d'aller récupérer la bonne info auprès des bons utilisateurs qu'en fait, c'est vraiment dommage de s'en priver. Et je pense que du coup, c'est vraiment quelque chose qui va énormément se développer, parce qu'en fait, ça devient de plus en plus simple et les bénéfices sont énormes derrière. Merci beaucoup, Océane. Et pour les organisations qui ne seraient pas comme Lolo, une jeune marque, en tout cas digitale, qui aurait mis à 360 degrés la co-création au cœur, en tout cas de son modèle, Isabelle, quelles sont les dernières actualités d'une capsule by IFOP? Qu'est-ce qu'on peut trouver en ce moment chez vous? Oui, merci Sarah. Bonjour à tous. Bon, déjà, je tenais à remercier Aïcha et Christine pour leur témoignage parce que pour la petite histoire, on n'a pas du tout assisté à la préparation de ces interviews et donc c'est tout à fait
intéressant et stimulant de les entendre, puisque Sarah a bien mené l'enquête sans nous. Donc, je voulais repréciser ce point. Donc, effectivement, par rapport à notre actualité, l'idée, c'est de vous en dire un petit peu, pas trop, parce qu'on ne va pas vous surcharger avec ça, mais c'était surtout l'envie de mettre en lumière trois solutions qui viennent du coup enrichir nos dispositifs de co-création et qui sont là aussi pour apporter de nouveaux éclairages, comme le disait Martine, dans cette ère où le consommateur est devenu une ressource créative. Donc, on a essayé de développer des outils qui lui permettent de s'exprimer au mieux et nous de travailler avec lui. Donc, Smart Stories, effectivement, c'est un peu le dernier bébé né dans la constellation de la co-création. Donc, c'est une communauté en ligne d'un nouveau genre. Donc, tout est un peu dit dans son nom. Hein. C'est un produit assez smart qui va travailler autour des stories des consommateurs. Donc, les stories, ça va être travailler sur leur vécu et travailler grâce à des modules complémentaires de quanti, quali et de co-création sur une seule et même plateforme. Donc, c'est un peu ça la grande nouveauté qui nous permet d'aborder vraiment les choses de façon très complémentaire, et ça en France et à l'international. Donc, c'est vraiment un produit qui se déploie partout, qui est très agile et qui permet d'aller traiter beaucoup de sujets, de problématiques, de faire du test de produits. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très intéressant et qui résonne particulièrement bien avec l'époque. Le deuxième produit qui va être l'ethno vidéo. Donc, ça, c'est un produit qui est déjà un petit peu plus connu, mais qui est en train de se révéler un petit peu comme étant l'indispensable des phases exploratoires d'études, puisque c'est une méthodologie qui permet de faire de l'ethnographie grâce au digital. Comme le disait Océane, les outils devenant ce qu'ils sont nous permettent de faire beaucoup de choses aujourd'hui, donc avec des self-vidéos, des vidéos que les gens auto-réalisent. Donc, je reviendrai après sur le comment et sur les clés de succès de tout ça. Mais en tout cas, ce sont des vidéos que les personnes réalisent qui nous permettent d'aller pénétrer simultanément des tas de foyers différents dans des pays tout à fait différents aussi, puisque c'est quelque chose qui peut se conduire dans l'ensemble des pays. Et après, on se charge par des procédés techniques de pouvoir traduire et sous-titrer l'ensemble de ces vidéos. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment, avec cet indispensable de l'exploratoire, d'aller connecter les équipes marketing notamment, et pas que, dans certains workshops, aux consommateurs. Et donc ça a une valeur inestimable d'avoir cette vérité, et surtout une vérité qui va au-delà des commentaires que les personnes peuvent faire sur leurs vidéos, qui est aussi révélée dans le non-dit. Et donc, on accorde une attention particulière à l'analyse du non-dit. Le dernier produit sur lequel j'ai envie de mettre un coup de projecteur, c'est le coworking consommateur, qui là aussi est une brique qui résonne encore particulièrement avec l'époque, puisque là, l'idée, c'est effectivement de conduire dans les protocoles de co-création, ou au moment où on est au test des concepts, de conduire des sessions dans lesquelles on invite des consommateurs, et en général plutôt beaucoup de consommateurs. Donc, on est sur des groupes qualitatifs, mais d'une plus grande envergure, qui nous permettent justement de travailler avec le consommateur, non pas simplement à l'évaluation des concepts, mais bien à la co-construction des concepts, en venant y intégrer leur vécu. Et donc ça, ce sont des sessions assez immersives aussi pour le consommateur, qui le valorisent, hein, parce que dans tout ceci, il y a à avoir en tête qu'il y a vraiment une notion de valoriser le consommateur, et Océane l'a bien redit aussi au démarrage, c'est effectivement une clé pour qu'il soit engagé et qu'il participe. Et donc, c'est des sessions aussi qui permettent d'accélérer en fait les processus, ces fameux coworking consommateurs. Ça permet d'accélérer le processus de test, puisque ça permet en peu de temps d'avoir beaucoup de consommateurs qui contribuent, et qui contribuent activement, je dirais, à l'optimisation des concepts, pour passer après sur des tests plus quantitatifs de potentiel business. Donc là, on est vraiment aussi dans des outils qui, globalement, sont tous assez smart, puisqu'il y a aussi cette idée de se connecter, d'accélérer, d'être dans le travail avec le consommateur. Je finirai juste, puisque vous retrouvez toutes les informations sur nos différents canaux au sujet de ces produits, je finirai juste par le dénominateur commun qu'on peut observer à ces trois produits, qui sont un peu la touch in capsule, parce qu'effectivement, on est, à part, enfin, pour l'ethno vidéo, pour ce genre de choses,
On n'est pas forcément les seuls à le faire. Par contre, on a à cœur, nous, d'avoir développé des critères de recrutement, par exemple, qui sont tout à fait spécifiques et qui nous permettent d'avoir des contributions extrêmement riches sur l'ensemble de ces supports. Donc, on a effectivement tout un pool d'items de recrutement qui sont un peu différents de ce qu'on peut... Enfin, c'est effectivement la touch in capsule. L'autre touch in capsule, ça va être au niveau des missions, puisqu'on va effectivement moins parler de questionnaire, moins parler de guide d'animation, etc. Mais on tient beaucoup à ce mot de mission qui met aussi le consommateur dans une forme d'action. Et donc ça nous intéresse beaucoup. Et donc l'ensemble des interactions qu'on va lui demander vont être vont être tournées de façon à être soit assez ludique, soit assez engageante pour lui donner envie de contribuer. La partie digital friendly qui est aussi importante pour nous et même très importante pour nous, puisqu'aujourd'hui l'idée c'est vraiment de mettre le consommateur dans un environnement de contribution qui soit le plus confortable possible. Donc effectivement on va s'inspirer de tout ce qui se fait sur Instagram, sur les réseaux sociaux, etc. pour qu'il retrouve là aussi des standards digitaux auxquels il est habitué avec lesquels il est habitué de contribuer, de participer. Mais on va aussi s'assurer qu'il ait assez peu de difficultés à rejoindre ces dispositifs. Et même quand on est sur du coworking consommateur qui, normalement, se fait en présentiel, là aussi, on va tout faire pour le mettre dans des conditions d'accueil et de réceptifs, etc., qui vont faire qu'il a envie de contribuer, qu'il va se sentir valorisé. Pour finir, je parlerai effectivement de quelque chose qui nous tient aussi à cœur et qui est notre façon à nous de concevoir les livrables. Donc, on parle beaucoup de livrables actionnables, donc on n'a pas mis ce mot-là, mais pourtant, on a vraiment à cœur de mettre dans nos livrables et d'orienter toujours nos livrables sur cette notion de plan d'action, puisqu'on essaie de se mettre toujours dans la peau, et ça, c'est un peu lié à notre passé aussi respectif dans l'équipe, dans la peau du client, puisqu'on a été aussi de l'autre côté de la barrière. Et donc, dans la peau du client qui a besoin d'utiliser une étude, qui a besoin d'utiliser des concepts, qui a besoin d'utiliser des recommandations. Et donc, on essaie, je l'espère le mieux possible, mais en tout cas, de rendre communicants les livrables et de faire en sorte qu'il y ait des vraies feuilles de route à la sortie des protocoles de co-création et plus globalement de l'ensemble des briques que l'on peut conduire pour nos clients. Merci beaucoup, voilà. Isabelle, pour ces précisions et sur l'actualité d'une capsule by IFOP. Aujourd'hui, on a tenté humblement de répondre à cette question. Pourquoi l'avenir est aux marques qui co-créent? Mais peut-être reste-t-il des questions de votre côté, ceux qui nous regardaient, celles qui nous regardaient aujourd'hui. N'hésitez pas à les inscrire sur la zone de chat. En attendant, j'aimerais beaucoup interroger Aïcha, Christine et Océane. Un mot pour convaincre ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans la co-création. En un mot, rapidement, quel serait votre argument, votre plus gros argument? Aïcha, je vous en prie. Vous écoutant comme ça, j'ai envie de vous répondre. La co-création de point à une autre dimension. Mais j'aime beaucoup l'idée de Martine du pas de côté. Donc, je reste sur le pas de côté. On reste sur le pas de côté de Martine. Merci Aïcha, c'est à vous Christine. En un mot. Alors, le pas de côté, oui, mais aussi l'idée de sortir du cadre et puis le collectif. Hein, le collectif, je pense que c'est important. On est quand même plus intelligent à plusieurs que tout seul. Donc, voilà, je pense que et c'est pérenne en plus. Collectif et pérennité. En plus, on retient. Merci Christine. À vous, Océane, de nous dire un argument pour ceux qui hésiteraient encore. Ouais, alors je suis complètement alignée sur l'idée de collectif. Enfin, je trouve que les idées, les utilisateurs, les consommateurs ont plein de bonnes idées, donc écoutons-les. Enfin, c'est vraiment très enrichissant. Et également le fait en fait que parfois on pense avoir en fait la bonne réponse, enfin on pense être sur la bonne piste, et en fait parfois en posant la question, en échangeant en fait avec l'utilisateur, on se rend compte que bah non, on s'est trompé et qu'on part pas dans la bonne direction. Donc ça permet aussi de recadrer en fait, je trouve. Océane, je me permets de vous réinterroger à nouveau. Aujourd'hui, on est dans un monde où la confiance se perd, on en est tous témoins. La co-création peut apporter beaucoup, selon vous, Océane, en matière de confiance et de relationnel. Ce qui est intéressant avec la co-création aussi, je pense, bon déjà il y a le côté, on a parlé
plusieurs fois, du coup, c'est que l'utilisateur a envie de se sentir vraiment écouté, concerné, avoir une expérience qui est personnalisée. Donc ça, la co-création et tout ce processus-là permet de le faire. Et il y a aussi un peu, alors nous, on le ressent un peu avec la marque Lolo, en fait, avoir le côté un peu participer à la création de la marque, le côté un peu petite souris où je vois les coulisses du développement d'une marque, je vois les coulisses d'un projet. Ça, c'est quelque chose en fait qui est souvent remonté comme quelque chose d'assez positif et on se rend compte que donc, nos clientes sont assez contentes de voir le développement, de voir l'intérieur, on va dire, de ce qui se passe derrière le rideau. Et du coup, je pense que ça participe effectivement à la conscience de la confiance dans la marque et on va se rendre compte que derrière une marque, c'est des vraies personnes qui travaillent dessus. Il y a beaucoup d'humains. Et en fait, je pense que ça ramène aussi beaucoup d'humains dans la relation client-utilisateur et acteur. Océane, y a-t-il eu des moments où ces séquences vous ont appris sur vous-même et sur Lolo, sur cette marque? Il y a des moments où on s'est laissé surprendre un petit peu par la force de la co-création. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce que j'expliquais justement sur le fait de se rediriger, où parfois on pensait, nous naturellement on partirait plutôt vers une piste. Finalement, nous dans la co-création, on aime beaucoup généralement nous sélectionner un peu 4 options qu'on aime bien, et trois, 4 par exemple, et ensuite donner le dernier mot à la communauté. Ça arrivait très fréquemment où nous, notre option préférée n'est pas du coup l'option qui est votée en majorité. Donc c'est toujours intéressant en fait justement de poser ces questions-là pour se rendre compte vraiment derrière des envies des personnes, parce que quelque part, je pense que toute entreprise, l'idée, c'est vraiment de répondre à une problématique, répondre à un besoin. Et du coup, il faut vraiment bien identifier ce problème. Parfois, en fait, quand on est un peu dans l'opérationnel, on peut un peu se perdre, donc ça permet vraiment de bien recadrer. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi je pense, de prendre les bonnes décisions, ou en tout cas être on va dire, droit dans ses bottes et du coup avoir une vraie cohérence de marque en disant, voilà ce que je le fais pour les utilisateurs, pour mes consommateurs, pour mes clientes, et je les écoute et ça donne aussi une force et une valeur en fait, ça certifie vraiment l'action, tous les efforts qu'on met au quotidien. Merci beaucoup, Océane. On garde cette idée de cohérence, de confiance, de collectif. On part avec ces mots. Je n'ai plus qu'à redonner la main à Martine. Et je vous remercie tous et toutes, en tout cas, de votre attention et de votre présence aujourd'hui pour répondre à cette question. Pourquoi l'avenir est aux marques qui co-créent? À vous, Martine. Bon, écoutez, merci en tout cas à tout le monde d'avoir participé. En tout cas, merci à Christine. Donc, je réitère aussi ce qu'a dit Isabelle. Merci à Christine. Merci à Aïcha pour votre transparence et votre sincérité. Et ça nous va droit au cœur. Et c'est très chaud tout ça. Merci à Sarah d'avoir fait ce travail-là. Moi, j'étais ravie. On est ravis de vous avoir rencontrés, d'avoir fait ce petit moment avec vous. C'était vraiment passionnant. Et merci beaucoup à Océane aussi de nous avoir aussi inculqué quelques idées au travers de tout ce que vous avez pu nous dire de votre propre expérience de créateur d'une nouvelle offre qu'on trouve formidable et qu'on va aller tester extrêmement vite. Donc voilà, je voulais juste vous dire que on a terminé avec aujourd'hui. Donc on espère qu'une chose, c'est peut-être aussi de continuer ces meeting tours, mais là pour le coup on les fera en présentiel. On espère que tout ceci va se calmer et qu'on puisse se retrouver en 2021 dans un lieu en présentiel, comme on aime bien aussi les trouver, les chercher. Et à chaque fois, l'idée, c'est de vous embarquer dans des aventures nouvelles, avec des concepts nouveaux, avec des gens nouveaux, avec des marques nouvelles, avec des idées, des offres nouvelles, parce qu'en fait, on n'arrête pas d'avoir des idées chez Incapsule. Voilà. Donc, merci aussi à Isabelle, et merci à Ekaterina, et merci à l'équipe de communication de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. Voilà. Je n'ai plus rien à ajouter. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.